Avant de démarrer l'épisode, soyons clairs, très clairs, je ne veux plus d'enfants, ce n'est pas le but de cet épisode de vous annoncer ça, vraiment pas. La dernière fois que j'ai été enceinte, c'était en 2022 et bientôt 3 ans que mon corps n'est plus soumis du tout à cette magnifique mais rude épreuve, c'était le cas pour moi. On peut pas dire que j'ai toujours apprécié être enceinte, mais ça c'est chacune son vécu. Donc j'ai eu 3 grossesses, si vous le savez, assez rapprochées, à peu près en 4 ans et demi. J'en ai pas du tout profité de la même manière à chaque fois, évidemment, mais je mesure quand même la chance que j'ai eue de porter la vie. J'en ai plus profité pour ma première, j'avais pas d'autres enfants à gérer. J'étais plus dans mon ressenti, plus difficile pour la deuxième et encore que on était en plein Covid, donc j'avais du temps pour moi, j'avais du temps avec ma fille aînée. Je trouvais que c'était plutôt une grossesse douce, mais alors ma troisième... 17 mois, 8 mois à peine après avoir accouché de ma deuxième, non, j'ai pas du tout profité, j'étais dans le dur. Donc j'ai vraiment eu 3 expériences différentes et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui des choses que j'aurais faites si j'étais enceinte en 2024. Parce qu'avec le recul, l'expérience quand même et toutes les connaissances que j'ai accumulées depuis des années, j'avais envie de vous partager ces 3 choses que je mettrais en place si j'étais à nouveau enceinte. La première chose que je mettrais en place, ce serait de bouger plus, beaucoup plus. Il y a 7 ans, clairement, j'étais très sportive, mais il y a 7 ans, on n'encourageait pas du tout les femmes enceintes à bouger, ou en tout cas pas de manière un peu plus intense. On a changé le discours aujourd'hui, on connaît les bénéfices et on sait aussi que c'est primordial pour les futures mamans et leurs bébés de ne pas plonger dans la sédentarité. Le Covid est passé par là. On a tiré les leçons du fait de rester enfermé et de ne pas bouger. Donc on sait que quand on est enceinte, on fait que vous le dire, vous n'êtes pas malade. Pour celles pour qui ça se passe bien, attention, je parle quand on a des grossesses saines et sereines et où il n'y a pas de problématiques particulières, bouger, c'est ultra bénéfique. Et moi, à l'époque, en 2017, j'avais banni tous les sports à haute intensité. J'étais tétanisée à l'idée de faire du mal à mon bébé. Alors quand je vous dis de bouger, clairement, c'est pas aller faire de l'équitation, du ski ou des sports à risque qui vont potentiellement vous faire tomber et... faire du mal à votre bébé, ou à vous-même surtout déjà, mais plus d'aller chercher en intensité physique. On peut aller nager à haute intensité, on peut aller marcher, on peut même courir si on a été habitué à courir. On va juste faire attention à son périnée clairement, mais bouger, je crois que c'est la chose que j'ai pas assez faite pendant mes grossesses. Et je le regrette sincèrement parce qu'aujourd'hui, j'ai lu plus de choses sur le sujet, j'ai acquis plus de connaissances et je sais que bouger n'est pas un ennemi de la grossesse. Au contraire, ça va vous faire beaucoup de bien et notamment pour votre santé mentale. Après, moi personnellement, j'ai des grossesses où les 3 premiers mois, je suis un zombie. Donc ça, c'est chacune son vécu aussi. Donc c'était trop intense pour moi, j'aurais pas pu bouger de la manière dont je suis en train de vous parler. Au contraire, j'avais besoin de yoga doux, de yoga prénatal, de mode tranquille. Mais parfois, j'avais tellement la nausée, je pense que bouger, plus sortir dehors, aller prendre l'air, ça m'aurait aidé à diminuer les nausées. En tout cas, le ressenti, ça m'aurait fait du bien et j'ai pas profité de cette occasion. Donc si vous êtes enceinte en 2024 pour aller vers 2025, franchement, bougez, entourez-vous de professionnels de santé, demandez à votre sage-femme, à votre gynéco ce que vous pouvez faire et dans quelle mesure. Si vous connaissez bien votre corps, si vous étiez sportive, continuez. Si vous n'étiez pas sportive et vous avez envie pour votre santé, juste marchez, allez marcher une demi-heure par jour au moins, ça fera du bien. Je sais que ça fait beaucoup d'injonctions ce que je suis en train de dire, mais la sédentarité malheureusement est un fléau de notre 21e siècle et on ne peut pas regretter de bouger, c'est pas possible. Bouger, ça fait du bien. Et ce que je vous disais sur la santé mentale. Moi, pour ma 3e grossesse, personnellement, j'étais tellement inactive. J'ai du mal à me dire ça parce que c'est pas qui je suis au fond. Mais j'avais tellement pris de poids que j'ai développé ce qu'on appelle le syndrome de la fesse morte. C'est très sympa ce syndrome, je sais pas si vous connaissez. Mais aussi, j'avais des problèmes pour bien dormir, pour être détendue à la fin de la journée parce que je bougeais plus. Et j'avais une santé mentale en déclin. Donc, ça m'aurait été bien plus bénéfique de bouger que de faire ce que j'ai fait, de rester tranquille. Après,
soyons honnêtes, et je vais être un peu gentille envers moi-même, j'ai été enceinte 2 fois en 17 mois, ce que je vous disais, tout ça pendant toute la période du Covid, qui, voilà, ont imprégné en nous des restrictions pour bouger, qui nous ont... Ces restrictions du Covid, c'était pas seulement les 2-3 premiers mois de notre premier enfermement, c'est pendant 1 année et demie, ça a duré. On n'avait plus le droit d'aller dans les restos. Je sais pas si vous vous souvenez, parfois on oublie. On pouvait pas sortir comme on le désirait en fait. Donc, et j'étais enceinte, j'avais cette peur aussi. Si vous avez été enceinte pendant le Covid, peut-être que vous connaissez cette sensation de se dire j'ai pas envie de choper des microbes et de les transmettre à mon bébé. Bon, j'ai eu le Covid enceinte, donc ça, voilà, j'étais vaccinée, mais je l'ai quand même eu, donc je l'ai attrapé en sortant peu et en allant peu dehors. Et en plus, on le sait, les microbes, ils circulent surtout à l'intérieur, donc d'aller dehors, au final, d'aller bouger dans la nature, c'est important. Donc être active enceinte, c'est aussi être mobile. Je crois qu'on oublie beaucoup cet aspect-là quand on pense au mouvement. Avoir de la mobilité, pourquoi c'est essentiel ? C'est essentiel pour arriver à accoucher en étant le plus à l'aise possible avec son corps, avec ses hanches, avec son bassin. La mobilité, c'est vraiment votre capacité à bouger votre corps comme il a été conçu pour le faire, en n'étant pas gêné parce que vous avez trop d'articulations qui ne fonctionnent pas assez, que vous ne bougez pas assez. Si vous me regardez sur YouTube, vous voyez que je suis en train de bouger sur le bassin. Là, vraiment, je vous recommande le yoga prénatal parce que c'est extrêmement bénéfique pour cette pratique-là. Quand vous avez des problèmes de mobilité, c'est que vous avez plus assez d'élasticité. Alors même si enceinte, on est quand même bien plus souple que d'habitude, mais justement, on a ces hormones-là pour pouvoir ouvrir le bassin, pour pouvoir faire passer bébé plus facilement. Donc, pensez à ça, la mobilité. Pensez à cette mobilité, c'est très important pour la santé en général, mais encore plus quand on est enceinte parce qu'on se sent un peu contrainte dans notre corps, on se sent un peu enfermé dans notre corps. Avec des mouvements très simples de mobilité, vous allez retrouver de l'ouverture, vous allez avoir moins mal au dos. Il y a des études qui ont montré ça, que l'activité sportive pour les femmes, ça les aide à avoir moins mal au dos. Il y a des femmes qui continuent le crossfit, ça c'est vraiment chacune son désirata. J'aurais été incapable de le faire, j'avais un périnée beaucoup trop faible de base. Mais si vous vous sentez à l'aise et que votre périnée fonctionne bien, que vous savez le protéger, vous savez l'engager, pourquoi pas ? Et je pense qu'on peut soulever des poids sans faire du crossfit et que ce soit bénéfique et ne pas vous récupérer le syndrome de la fesse morte. Parce que je vous dis, c'est dur derrière d'inverser la tendance. Vraiment, ça veut dire que j'arrivais pas à porter mes enfants, j'arrivais pas à me relever, j'arrivais pas... En fait, quand je poussais sur mon fessier, il se passait rien. Et ensuite, après, ça m'a pris beaucoup de temps de refaire la connexion cerveau-fessier pour pouvoir l'activer à nouveau. Un exemple tout simple, quand j'allais chez Dynamo, donc c'est du cycling, on dit de l'indoor cycling, donc on va faire des cours de vélo à l'intérieur, dans le noir. Mais juste quand je disais à mes jambes, pédale plus vite, j'y arrivais pas. L'activation, il y a 1 an et demi, j'ai commencé, c'était une torture. Alors qu'aujourd'hui, j'ai plus aucun souci. Je fais beaucoup de vélo par ailleurs, mais de l'activer de manière forte et intense, j'étais plus capable. Donc il y a ça aussi. Continuez les connexions neuronales entre vos muscles et votre cerveau pendant que vous êtes enceinte. Ne vous dites pas « Bon, tant pis, ça sert plus à rien, perdu pour perdu, je bouge plus de mon canapé. » Reposez-vous, évidemment, écoutez votre corps, mais marchez, rien que ça peut que vous faire du bien. Alors, la deuxième chose, et il y a ça aussi dont je voulais vous parler, c'est qu'il existe plein de plateformes pour faire du sport en ligne aujourd'hui qui sont spécialisées pour les femmes enceintes. Moi, personnellement, il y en a une que j'utilise depuis 5 ans maintenant, je pense, qui s'appelle Studio Témé, qui a été fondée par Ludivine, que j'avais interviewée dans ce podcast pour parler de son postpartum et comment elle a récupéré de manière active, elle qui est coach sportive. Et franchement, Studio Témé, c'est parfait. C'est pour les femmes enceintes. Ça vous accompagne de la grossesse au postpartum, à votre reprise du sport, à l'après. Parce que moi, je suis quasiment 3 ans après mon dernier accouchement et je fais toujours des séances de Studio Témé. Parce que y a des séances intenses et courtes, donc 20 minutes, qui sont extrêmement efficaces avec du poids. J'ai pas beaucoup plus de temps à allouer à ça, donc c'est parfait. Je parle de Studio Témé, mais vous en avez plein d'autres. Donc voilà, pour... la première chose que je ferais si j'étais enceinte en 2024, ce serait de bouger mon corps. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un regret de ne pas l'avoir fait assez. Donc allez-y pour 2025, puisqu'on est bientôt à la fin de 2024. Bougez votre corps, ça vous fera du bien.
Deuxième chose que je ferais. Cette deuxième chose, je l'ai bien faite, donc ça j'en suis plutôt fière, mais là c'est avec l'expérience que je vous parle. Choisirez avec soin la sage-femme qui va me suivre pendant ma grossesse. De ce côté-là, vraiment, j'ai pas de regrets parce que je crois que j'ai fait ce qu'il fallait dans le bon ordre. J'avais fait un choix en conscience, éclairé, qui était tout à fait en adéquation avec ce que je voulais, avec mon projet de naissance, parce que j'avais choisi Isabelle Deputier, que j'ai interviewée dans l'épisode 19, qui accompagne les accouchements à domicile. J'ai accouché 2 fois à la maison sur mes 3 filles. Et donc, les 2 dernières grossesses, elles ont été suivies par une sage-femme libérale, donc, qui a un suivi global, qui m'a suivi du jour où j'ai appris que j'étais enceinte, où je l'ai appelée, aux 2 mois postpartum en suite de couche. Et en plus, elle était là pour l'accouchement. Donc, vraiment, elle m'a suivi. C'est un suivi global, plus qu'on n'a pas assez en France, malheureusement. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que votre sage-femme, c'est celle qui va vous accompagner, qui va vous préparer, c'est celle qui va vous aider, qui va vous écouter et qui va qui répondre à vos besoins. Nous sommes clairement toutes différentes, on n'a absolument pas toutes les mêmes besoins, mais il faut trouver quelqu'un qui corresponde à cette sensation de sécurité que vous allez rechercher pendant votre grossesse, votre accouchement et votre postpartum. Vraiment, la sensation de sécurité, c'est une des notions les plus importantes pour accoucher sereinement, pour vivre un postpartum le plus serein possible. Je vous encourage plus si vous êtes enceinte à aller écouter l'épisode 81 si je ne me trompe pas. Je vous mettrai le lien dans les notes avec le docteur Michel Audin, qui est un obstétricien incroyable, chirurgien obstétricien, qui est le 2e épisode le plus écouté de ce podcast. Donc vraiment, je vous parle de cet épisode pépite. Il a bientôt 4 ans cet épisode, il faudrait que je refasse avec Michel Audin un épisode. Mais il vous explique comment vous sentir en sécurité pendant l'accouchement. Donc vraiment, ça c'est un plus que je vous donne d'aller écouter cet épisode. Mais donc votre suivi global, il ne peut pas être fait par Michel Audin, il va être fait par une sage-femme qui habite à côté de chez vous. Et donc soit vous la choisissez en lien avec la maternité avec laquelle vous allez accoucher, mais parfois ils font pas un vrai suivi global, c'est simplement les cours à l'accouchement. Et vous voyez d'autres sages-femmes, plusieurs professionnels de santé. Là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est très personnel, donc ça peut ne pas correspondre à ce que vous ressentez, mais choisissez la même personne de A à Z. Ça ne sera que bénéfique pour vous, vous allez tisser et nouer des liens de confiance, vous allez vous sentir à l'aise avec cette personne pour pouvoir exprimer votre puissance. L'accouchement, c'est l'apogée de la puissance. Être enceinte, ça peut être ressenti comme, je me posture différemment là, voilà, ce ressenti de puissance interne de vous êtes en train de créer la vie, vous portez un être humain, vous êtes en train de le fabriquer de A à Z. Je crois qu'il faut vraiment se le dire, c'est très important. Et il y a énormément de sages-femmes qui vont vous donner cette confiance-là, qui vont planter cette petite graine et qui vont vous accompagner de manière ultra bienveillante. Vraiment, j'adore les sages-femmes, je trouve qu'elles font un métier formidable, elles ne sont pas assez reconnues. Il y a aussi évidemment des gynécos qui sont incroyables, mais qui ne font pas ce suivi global. Donc, c'est pour ça que je vous oriente plus vers une sage-femme. Quand j'ai été enceinte la première fois, je n'avais aucune conscience de ce qu'il fallait faire. Est-ce que c'était mieux un suivi avec une sage-femme? Pourquoi elles avaient une spécificité par rapport au gynéco? Comment ça se passait? Donc voilà, vraiment, je vous encourage à aller voir une sage-femme pour vous faire suivre. C'est vraiment pour moi, c'est la deuxième priorité, mais c'est primordial dans votre parcours de grossesse et d'accouchement. Pour les futurs... Ah oui, j'avais quand même quelque chose à dire. Pour les futures mamans qui ont déjà accouché, qui ont déjà eu des enfants, je vous donne aussi un conseil. Ne zappez pas la prépa à l'accouchement. On peut avoir tendance à se dire, j'ai déjà accouché, je sais ce que c'est, j'ai pas besoin de repasser par là. C'est vrai, vous avez cette expérience-là, vous avez cette compétence-là que vous avez acquise en vous. Déjà, en fonction de comment s'est passé votre premier accouchement, est-ce que vous avez ressenti de la puissance ou est-ce que ça a été traumatisant ? Allez retourner, parler de cet accouchement qui vous a gêné ou non, qui vous a mis en puissance, mais allez faire ces cours à l'accouchement parce que, première chose, on peut toujours apprendre, surtout si vous avez une nouvelle personne qui vous suit. Moi, j'ai quand même eu 2 fois la même personne et j'ai quand même fait la 3e fois la préparation à l'accouchement. Pourquoi ? Parce que c'était mon moment à moi. Alors parfois, j'ai emmené mes enfants, mes 2 autres filles, mes 2 autres bébés avec moi pendant les prépas à l'accouchement. C'était folklore, mais Isabelle nous autorisait dans ces moments-là. Et parfois, elle nous disait non, là, c'est qu'un moment pour papa et maman. Donc, on fait garder les enfants. Et autorisez-vous de prendre ce moment-là. Si c'est votre 2e, 3e, 4e grossesse, parfois, on n'a pas beaucoup de temps pour nous parce qu'on s'occupe déjà d'autres enfants en même temps.
Il y a la maison à gérer, il y a les courses, il y a tout le quotidien assez intense avec des enfants. Donc mon conseil, faites là cette préparation à l'accouchement, même si vous vous sentez parfaitement au clair avec ce que vous voulez, vous avez l'impression d'avoir toutes les connaissances, ça vous permettra de voir d'autres femmes enceintes, d'échanger, de partager votre expérience aussi, ça vous met dans une posture de sachante quelque part, en pouvant relater ce que vous avez vécu, et ça vous redonne de la confiance, ça vous fait grandir cette confiance en vous si vous en avez déjà, et c'est très très important dans un parcours de grossesse et d'accouchement, en vue de l'accouchement. Donc vraiment, ce moment à vous, ne le zappez pas, surtout si vous avez pris du plaisir à le faire, et si ça n'a pas été le cas, changez. Encore une fois, il y a autant de sages-femmes qu'il y a de femmes qui accouchent quelque part, donc choisissez une personne qui est en adéquation avec ce que vous ressentez. Je sais très bien qu'il y a des déserts médicaux en France, il y a des endroits où ça est beaucoup plus compliqué, et j'en suis sincèrement désolée pour vous. Où je vis, moi, à Bordeaux, on a un choix énorme, on a beaucoup de chance d'avoir plusieurs cabinets tournés vers la physiologie qui sont super, et je le rappelle, par exemple, ma sage-femme fait des accompagnements d'accouchement à domicile, mais fait des prépas à l'accouchement pour le milieu hospitalier. Ce que vous apprenez pour l'accouchement à domicile vaut pour l'accouchement en milieu hospitalier, même plus. Donc vous pouvez aussi faire ce choix-là, je vous glisse l'idée. Donc ça, c'était la deuxième chose, de bien choisir sa sage-femme pour un suivi global. Prenez le temps de faire vos recherches et de trouver la bonne personne. Donc la première chose, bouger. La deuxième chose, la bonne personne pour vous suivre pendant toute cette grossesse. Et la troisième chose, alors ça, c'est ce que je ferai plus, ce que j'ai très mal fait pour ma première, ce que j'ai très bien fait pour ma deuxième et ma troisième, j'anticiperai mon postpartum. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas ça la grossesse. Ouais, mais c'est pendant la grossesse qu'on le fait, parce que c'est pas après l'accouchement qu'on peut anticiper le postpartum. Je le sais d'expérience, on se focalise bien trop souvent sur des détails un peu matériels pour l'arrivée d'un bébé, parce que c'est ce qui est tangible. On peut acheter le lit, le cododo, on peut acheter le siège auto, on peut acheter des petits vêtements. C'est vrai qu'il y a ce côté touché qui est visible, et qui fait que c'est vers ça qu'on s'engage le plus facilement, surtout si on n'a jamais eu d'enfant avant, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire la charge d'avoir un enfant. Mais l'accouchement, on a souvent tendance à penser que c'est la dernière étape, et c'est pas le cas. C'est le début d'une aventure qui commence et qui va être assez longue, plusieurs années apparemment. C'est que le début, donc ça se prépare l'après-accouchement, et ça se prépare de manière assez organisée. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement pour préparer son postpartum ? Déjà, moi personnellement, si vous pouvez, si vous avez les moyens financiers et les moyens de vous le faire offrir, faites-vous offrir le suivi en postpartum avec une doula ou une personne chargée de prendre soin de vous dans cette période-là qui est assez critique des premières semaines de vie de votre bébé. Et si c'est un choix que vous avez envie de faire avec votre partenaire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous allez être fatigué, parce que vous allez peut-être vous sentir seul, parce que peut-être votre famille proche n'est pas là, parce que peut-être vous ne sentez pas en adéquation avec votre famille proche et que vous n'avez pas envie que ce soit votre maman, une tante, une cousine, une sœur qui s'occupe de vous. Vous avez besoin d'une personne neutre avec qui vous pourrez vous sentir encore une fois en sécurité. Je vous parle tout le temps de cette notion de sécurité, c'est primordial pour nos enfants, mais c'est primordial quand on est enceinte. Donc, si vous pouvez vous faire offrir ça comme cadeau de liste de naissance, de prendre une accompagnante périnatale ou une doula, mais faites-le, vous ne le regretterez pas. Cette personne-là, elle peut vous préparer plein de repas en avance, elle peut vous faire le ménage, le linge, elle peut vous masser, elle peut vous faire des soins pour vous soutenir moralement, et je vous assure que vous ne le regretterez pas. Donc, il y a d'autres solutions évidemment moins onéreuses si c'est pas envisageable pour vous pour préparer le postpartum, pour bien s'organiser. Et je vous le dis, j'avais enregistré un épisode super intéressant sur comment bien préparer le postpartum en plusieurs étapes. C'est l'épisode 161 et on vous a préparé un guide gratuit en marge de cet épisode. Il est toujours disponible sur le site www.lamatrescence.fr. Il sera cliquable dans les liens. Le guide gratuit à télécharger, il est essentiel pour avoir des discussions primordiales avec votre partenaire pour la suite de couches, pour la suite des semaines après l'arrivée du bébé. Donc vraiment, téléchargez-le si vous ne l'avez pas déjà fait en début d'année, si vous êtes enceinte maintenant et que vous découvrez ce podcast par exemple, ou qu'on vous a envoyé cet épisode. Le guide va beaucoup vous aider à mettre les choses au clair. Il est gratuit, il est très court, il sera très efficace pour ce dont vous avez besoin. Donc pour anticiper le postpartum, il y a plusieurs choses très importantes, c'est
les repas. Peut-être Picard sera votre meilleur ami cette période-là. Peut-être vous n'êtes pas dans cette envie de congeler des choses. Ou enfin, en tout cas, d'avoir des plats tout préparés. Vous avez besoin que ce soit vous qui les faisiez. Organisez avec vos amis quand vous faites... vous allez honorer votre grossesse, vous pouvez faire ça. Moi, je l'avais fait, c'est génial. On appelle ça le Blessing Ways, mais c'est une référence aux autochtones amérindiens. Donc, je sais qu'on n'utilise plus trop ce mot, mais c'est la célébration de la naissance de la maman. Organisez ça avec vos amis et proposez une activité où tout le monde cuisine pour vous. Ou vos amis, quand elles viennent pendant cette célébration de la maman, quelques semaines avant l'accouchement, eh bien, elles doivent toutes venir avec un ou deux plats préparés à congeler pour que quand bébé arrive, vous n'ayez juste à réchauffer ce plat. Pourquoi est-ce que je parle pas de demander au père à la conjointe de cuisiner en plus? Parce que peut-être que à ce moment-là, c'est pas un bon ou une bonne cuisinière, ou peut-être à ce moment-là, juste envie d'être avec vous aussi, de profiter de cette bulle d'amour et de pas avoir à gérer la logistique, ou en tout cas pas à se rajouter ça. Parce que il ou elle peut aussi être fatigué et être chamboulé par l'arrivée d'un bébé. Donc le plus vous êtes entouré, le plus vous avez anticipé, le mieux pour vous, pour votre santé mentale, pour la santé du bébé et pour le lien d'attachement que vous allez créer avec votre enfant. J'ai très mal fait ça pour mon premier accouchement. Moi, j'avais sincèrement cette vision de j'accouche, mon bébé est sorti, mon corps revient à son état normal, rien ne s'est passé dans mon corps. Dans la semaine qui suit, j'avais vraiment cette sensation que ça allait être comme ça. Donc j'étais frustrée de ne pas retrouver ce corps d'avant. Je vais manger tout ce que j'ai envie, notamment des sushis, tout ça. Et c'est vraiment ce cliché qu'on a de manger des sushis à la maternité. Mais sachez qu'en postpartum, vous avez des besoins nutritionnels très spécifiques. Vous avez plus besoin de manger des choses très nourrissantes, chaudes, qui vont venir aider votre système digestif à se remettre en marche après tous les chamboulements qu'il vient de vivre. Et donc moi, j'ai été mais sur une autre planète. On n'avait absolument discuté de rien avec mon mari sur l'arrivée du bébé, qui ferait quoi. Je ne savais même pas si j'allais allaiter ou pas. Bon, ça c'est peu importe votre parcours par rapport à ça. Mais donc, j'ai été dans un déni du postpartum. Je crois que je ne connaissais pas le mot. Pour ma deuxième, je vous dis, j'étais une guerrière. J'ai tout anticipé, tout préparé. Et ça a été le moment le plus incroyable de mes 3 postpartum. J'avais du temps, j'étais tranquille. C'était en septembre, il faisait doux, tous mes plats étaient prêts, j'avais accouché à la maison, un accouchement incroyable et magnifique. Vraiment, je veux revivre ces 3 mois-là toute ma vie. C'était incroyable. Tout était facile, tout était doux, et pourtant, les nuits étaient dures. Mais j'en garde un souvenir incroyable. Pour mon 3e postpartum, j'avais très bien anticipé aussi la nourriture, tout ça. Mais on va pas se mentir, c'était mon 3e postpartum en 4 ans. J'ai été fracassée. J'allais pas bien. Franchement, mon 3e postpartum, j'allais pas bien. Donc, parfois aussi, il faut se dire, c'est pas parce qu'on l'a bien anticipé que tout va bien, c'est faux. Mais ça aide. Heureusement que pour mon 3e postpartum, tout était anticipé, parce que là, je me serais noyée. Clairement, je me serais noyée. Donc, ça demande de gérer le repos, de l'anticiper, le postpartum. Comment on va se reposer? Est-ce que les visites vont être autorisées ou pas? Quand? À quel moment? À quelle fréquence? Comment est-ce que je vais pouvoir un petit peu retrouver une soupape? Parce que vous allez voir, ça demande beaucoup d'énergie d'avoir un nourrisson, malgré ce qu'on pense. Votre corps vient de fabriquer un être humain, je le rappelle à nouveau. Donc vous avez besoin d'être prise en charge. Vous avez besoin de vous reposer. On a toutes tendance à faire ça, à se dire c'est bon, hop, je repars dans ma vie très active. Si vous êtes comme moi, vous êtes très yin, vous êtes pas du tout yin, pardon, vous êtes yang, vous êtes au taquet tout le temps dans l'énergie, dans le mode actif. Vous avez du mal à vous poser, là il va falloir. Et ça s'anticipe, parce que c'est aussi une question de savoir comment va se dérouler mon postpartum. Là aussi, on n'oublie pas quand même le mouvement. En postpartum, on peut bouger, évidemment, mais on se repose. La priorité, c'est de se reposer. Et il y a plein de livres là-dessus que vous pouvez lire et qui sont disponibles sur le blog. On a créé un blog sur le site www.lamatrescence.fr et vous pouvez retrouver les 5 livres que je recommande en postpartum. Voilà, c'était les 3 choses que je ferais si j'étais enceinte en 2024. Première chose, je bougerais beaucoup, beaucoup plus. Je ferais vraiment du sport comme j'ai envie d'en faire, mieux accompagné. La deuxième chose, je choisirais avec soin ma sage-femme, ce que j'ai très bien fait, j'ai aucun regret là-dessus, mais faites-le vous aussi. Prenez du temps pour comprendre ce dont vous avez besoin et qui peut répondre à ces besoins. Et la 3e chose, je préparerai plus mon postpartum. Voilà ce que je vous conseille si vous êtes enceinte en 2024. Merci, prenez soin de vous et passez cet épisode à quelqu'un qui est enceinte si vous connaissez.
parce que parfois on est vraiment perdu au début d'une grossesse, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous, et je trouve que là ça résume bien 3 points essentiels. Merci à vous, à vendredi.